Je m'appelle Shirley Jameson et je suis présidente du Partenariat canadien contre le cancer et ça me fait plaisir de vous présenter M. Fred Horn. Il a été élu à un deuxième mandat de membre de l'Assemblée législative pour Edmonton-Rutherford au mois d'avril 2012 et un mois plus tard, il a été nommé ministre de la Santé. Avant cela, il avait déjà servi à titre de ministre de la Santé et du Bien-être depuis le mois de novembre 2011. Il avait déjà été membre du comité du cabinet sur la santé et la sécurité publique, membre du Conseil du Trésor, adjoint parlementaire au ministre de la Santé et du Bien-être, au ministre du Soutien aux aînés et aux collectivités, président du comité permanent de la santé et vice-président du Conseil du Premier ministre sur la condition des personnes handicapées. Avant d'être élu à l'Assemblée législative, et ceci est tout à fait intéressant, M. Horn avait travaillé comme consultant en politique de santé pendant plus de 25 ans. Alors, un de nos ministres de la Santé de ce pays a déjà nombreuses années d'expérience dans le domaine. Il a mené de nombreuses initiatives visant à améliorer la qualité du système de santé publique canadien et à en accroître l'accessibilité, à collaborer avec des organismes tels le Conference Board du Canada, le gouvernement de l'Alberta et la Mayo Clinic. Il a une maîtrise en administration des affaires de l'Université Royal Roads et un certificat d'études supérieures en résolution de conflits de l'Université York. Il est bénévole, dévoué. Il a siégé à de nombreux conseils d'administration, donc ceux de l'Alberta Mental Health Board, de l'Université Athabasca, du Mediation and Restorative Justice Center de Edmonton et de la Fédération canadienne des débats étudiants. Monsieur Horn lui-même avait participé activement à nombreux débats et a été l'entraîneur de l'équipe canadienne dans le cadre du World Schools Debating Championships, les championnats mondiaux. En reconnaissance de sa contribution au développement de programmes oratoires, il a reçu la médaille du jubilé de la reine Élisabeth II en 2002. Veuillez vous joindre à moi à lui souhaiter la bienvenue. Monsieur le ministre Horn. Bonjour, Mesdames et Messieurs, et merci beaucoup de ces gentils mots d'introduction. Malheureusement, je n'ai pas de sosie moi-même. Je suis très heureux d'être ici moi-même et je n'ai pas de données sur les réactions publiques que souvent les politiciens trouvent utiles. Mais je ne suis pas venu ici pour vous parler de l'opinion publique et des sondages, bien que je suis aussi intéressée que vous d'entendre les résultats un peu plus tard aujourd'hui. Mais premièrement, merci de m'avoir invité ici. Et c'est une salle remplie de personnes très distinguées. C'est vraiment le centre des cerveaux de toute la santé au Canada, ici dans cette salle. Et les personnes aux prises avec des défis très difficiles à travers le pays lorsqu'on essaie d'offrir des services de première qualité aux Canadiens, mais on continue à faire face à des problèmes de ressources financières, y compris l'Alberta aujourd'hui, en plus que d'autres défis également. J'aimerais parler de plusieurs points aujourd'hui et vraiment, je suis très reconnaissant de pouvoir partager cette partie de la séance avec M. Jeffrey Simpson. Comme vous, j'ai été très touchée par ses réflexions au cours des années, plus particulièrement lorsqu'il parle de la santé, mais aussi d'autres questions qui touchent l'intérêt national. Et je suis sûre que ces propos aujourd'hui vont m'aider à faire face à mes défis en tant que ministre de la Santé de l'Alberta. Dernièrement, j'ai eu la chance de passer une semaine en Europe et j'ai eu la chance de parler avec différents leaders en santé, des universitaires et des politiciens, plusieurs ministres de différents pays. Et ce qui m'a frappé, et peut-être que ça n'aurait pas dû le faire, mais ça m'a frappé par leurs défis. Mais il y avait deux grandes différences entre l'Europe et nous. Lorsque je suis revenue, j'ai constaté cela. Je voulais partager avec vous. Premièrement, c'est le point de vue de la société sur la santé et les soins de santé. En Europe, il s'agit d'un programme social très utile, mais ne semble pas avoir ce statut iconique comme au Canada. Les Canadiens, et je parle de ma propre expérience parce que ça fait quelque temps que j'œuvre dans le domaine, mais normalement, on considère les soins de santé universel comme étant quelque chose qui nous définit. On parle de soins de santé comme étant une de nos valeurs.
Et on se dit continuellement qu'il s'agit d'une valeur intrinsèque à notre notion de citoyenneté canadienne. Ceci malgré le fait qu'au départ, l'assurance maladie était fondée sur les principes de l'assurance, à savoir aucun Canadien ne doit souffrir indûment pour cause de maladie ou de blessure. Financièrement. Alors, les principes de l'assurance qu'on discutait au début de l'assurance maladie n'est pas reflété dans nos discussions sur l'assurance maladie et nos soins de santé aujourd'hui. Et ceci est une grande différence entre nous et l'Europe et ça cause également problème. Et j'y reviendrai. Je me demande également si c'est cette idée qui alimente notre détermination de se comparer continuellement avec nos voisins du Sud. Ceci reflète un virage psychologique chez nous. Comme nous le savons, les États-Unis n'ont pas un des meilleurs réseaux de santé au monde, mais nous non plus. Alors, on est très fiers souvent à faire valoir nos réussites au niveau provincial, mais il faut toujours se rappeler que bien que nous avons un réseau de santé qui est très bon au pays, il est loin d'être le meilleur. Et en Europe, j'ai également noté que il y a ce que j'appelle une approche à dessein par les gouvernements d'améliorer leurs soins de santé. Vous, lorsque vous êtes des leaders, vous avez remarqué qu'il y a une tendance pour les gouvernements d'associer les coûts, quelque chose duquel nous sommes très conscients, même en Alberta, nous l'associons à la valeur. Alors, on paye les notes pour les soins de santé qui se chiffre à presque 50 des dépenses provinciales et au mieux faire face aux coûts. Les leaders auxquels j'ai passé sont plus intéressés à la valeur que donne cet argent, qui souvent est exprimé en mesure dont on ne tient pas compte. Et justement, ceci a été reflété dans les propos de la conférencière qui m'a précédée. Alors, du point de vue du développement de politique jusqu'à l'excellence et d'autres fonctions qui sont cachées des législateurs et des contribuables, ces systèmes de santé m'ont frappé comme étant à dessein, délibéré et axé sur les données dans leur approche, non seulement envers la gestion, mais pour assurer une transformation plus réelle qui vise une meilleure expérience des patients, une meilleure valeur pour l'argent dépensé et un meilleur statut de santé pour les familles et les communautés. J'en ai vu des exemples à 3 niveaux. Le premier était une meilleure utilisation de la technologie de l'information afin d'éclairer les décisions au niveau clinique et niveau de système. Et ce qui m'a impressionné particulièrement, c'est comment les améliorations sont axées sur ce qu'on appelle des variations inexplicables des soins ou des variations inexplicables sur les soins donnés. Lorsqu'on compare les hôpitaux, les médecins ou les gestionnaires, souvent, et en Irlande surtout, j'ai constaté une culture très ouverte d'une amélioration continue. Ce qui le facilite, c'est cet engagement de faire la collecte des bonnes données, de les rendre transparents pour tous. Le fait que les données existent a fait une grande différence pour tous et ça permettait aux personnes d'y avoir un accès facile et donner à ceux dans le réseau de soins la chance de comparer les résultats, d'améliorer les processus et de faire ce qu'ils veulent, à savoir d'offrir de meilleurs soins aux patients la prochaine fois. Cette perspective est contraire à ce que j'appelle l'obsession canadienne de chercher des panacées pour réparer le système. On réorganise continuellement, on restructure continuellement et nous en sommes très coupables en Alberta aussi. On a restructuré le système entier à plusieurs reprises et plus important encore, et avec tout le respect à tout le monde ici dans la salle, nous sommes déterminés à mettre sur pied des projets pilotes sans fin et des initiatives de partage d'informations qui donnent très peu de résultats significatifs pérennes. Et la deuxième chose où j'ai remarqué une grande différence était dans l'approche à la rémunération des médecins. Et il y a bien sûr, il est évident que nous avons parmi les meilleurs médecins au monde ici, mais l'institutionnalisation de ce paiement à l'acte nous laisse en difficulté et il y a ce fossé entre ce qu'on prétend vouloir pour les patients, une meilleure soin multidisciplinaire et un modèle de rémunération qui paye pour des petites
petite amélioration de services de façon cloisonnée. Et ceci n'est pas la faute des médecins. Et si vous leur demandez, surtout en Alberta, les nombreux médecins veulent changer de modèle, un modèle qui récompenserait la qualité par rapport à la volume. Mais il s'agit d'une conséquence de notre préoccupation sur les coûts plutôt que la valeur. Et la responsabilité vraiment repose sur les épaules des gouvernements en grosse partie. Et j'aimerais également parler de soins de santé que j'ai constatés dans mon voyage en Europe. Les soins de santé et les équipes en soins primaires sont les blocs de construction à la Fondation, mais ils demandent des services d'autres niveaux, des niveaux verticaux du système, et évoluent afin de permettre un plus grand nombre de services complexes pour être offerts dans le domaine des soins primaires même. On en a vu plusieurs exemples en Europe. Il y avait les services de laboratoire et d'imagerie diagnostique et tous les tests diagnostiques s'offraient au niveau de soins primaires. Non seulement ça permettait un meilleur accès aux services aux patients, mais il y avait une grande contribution à la normalisation de toutes sortes de services tels ceux de toxico et de santé mentale. On parle peu de ce que est un besoin fondamental, à savoir de transformer nos services, de les transférer à la communauté, d'arrêter de faire des choses en hôpital, des choses qu'on pourrait et devrait faire en communauté, et de affecter les citoyens, avec leur participation et leur accord, à les affecter à un centre qui serait leur chez eux médical. Au Canada, traditionnellement, on avait un hôpital et des services offerts par les médecins. Le système entier a été conçu selon les principes de l'assurance et on parlait de la couverture universelle, l'équité d'accès. Le pays est très grand, les personnes sont très éloignées géographiquement et donc on n'a pas vraiment porté une attention à l'organisation des soins en soins primaires, qui m'emmène à la question clé ici. Et la question à laquelle nous devons répondre sous peu, si on est vraiment axé sur assurer la durabilité de notre système. Mais alors, premièrement, il faut qu'on reconnaisse la question de pérennité et je vais y revenir dans le cadre de l'expérience de l'Alberta. La deuxième question, vous l'aurez déjà deviné, je pense que nous devons faire des soins primaires la fondation même du réseau de santé entier et repenser l'organisation de tous les autres services, surtout ceux qui se trouvent dans la ligne verticale. Et troisièmement, je pense qu'il faut qu'on repense toute cette idée de collaboration au niveau national. Selon moi, nous devons passer de ce que j'appelle ce paradigme de partage et sans manque de respect pour tout le travail qui se fait au Conseil de la Fédération, mais nous devons passer de ce milieu où le partage d'informations et parler de petits projets d'innovation sont considérés être un dialogue réussi à une détermination de parler ensemble sur des initiatives qui feront une réelle différence à l'expérience des Canadiens. Premièrement, il faut parler de la pérennité. Nombreux ministres de la Santé et premiers ministres en ont parlé depuis 20 ans. Je pourrais commencer en demandant, oui, mais qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit pérennité? J'ai un ami ici aujourd'hui, lui, il m'a dit qu'il a entendu dire que la durabilité, c'est l'endurance à travers la résistance persistante au changement. Et on peut penser à des initiatives et des conversations que nous avons eues. Et alors, on peut reconnaître que ceci a une certaine vérité. Mais plus important encore, quelle forme prend cette pérennité lorsqu'on ne se penche pas dessus? Et je suis très fière de notre réseau en Alberta, mais si je veux être honnête, il faut que j'admette que nous n'avons pas été un modèle exemplaire des soins de santé au point de vue financier. Nous dépensons le plus par personne ajusté pour l'âge en Alberta, au Canada, et il y a le taux de croissance des dépenses en santé est très élevé en Alberta. Selon les données que j'ai vues, la semaine dernière, on augmente 10,4% par année. L'inflation est environ 4,9% en Alberta. Alors, même sans cet impératif financier, sans les problèmes financiers auxquels nous faisons face dans la province de l'Alberta, on
On essaye de viser la pérennité depuis quelque temps, mais parfois les économies axées sur les ressources choisissent de faire des investissements à court terme sans une vision à long terme. C'est certainement vrai en Alberta. Nous avons investi beaucoup d'argent dans les grosses années. On a construit des hôpitaux, on a amélioré les soins d'imagerie diagnostique sans vraiment réfléchir à comment ces investissements améliorent les soins de santé pour la population. Il y a certains domaines où les coûts augmentent plus rapidement, les médicaments, les technologies et la rémunération des médecins qui augmente à un taux de 12,4 % par année. Alors, toutes ces questions sont matière de réflexion lorsqu'on pense à la pérennité. Et on l'a vu en Ontario et ailleurs. Des provinces qui ont également des problèmes d'ordre financier. Ce système nous place dans une position qui nous oblige de choisir entre une restriction de l'augmentation des coûts plutôt qu'une approche plus déterminée, plus ciblée sur ces dépenses. Et on peut également définir ceci comme étant une endurance persistante, mais en vue d'un renouveau. Ce n'est pas un processus, il s'agit d'un processus qui nous aidera à trouver de nouvelles façons de faire les choses pour livrer sur les triples objectifs de meilleurs soins, meilleurs résultats et meilleures valeurs. Nous avons une responsabilité partagée en soins de santé, partagée entre les politiciens, les fonctionnaires, les leaders cliniques et les administrateurs des soins de santé. En Alberta, nous devons en discuter en tant qu'adultes. Nous devons avoir une discussion nationale sur la pérennité des soins de santé, mais nous devons faire nos devoirs chez nous aussi. Je dois être honnête et je pense que vous serez honnête que ce que nous avons au Canada n'est pas un réseau de soins de santé. Il s'agit d'une série de services qui sont partagés ou égales à travers le pays ou pas, mais ce n'est pas un réseau dans lequel ces services sont organisés qui permettent à offrir une meilleure expérience aux patients, une meilleure valeur, un meilleur service. Et dans le rapport King's Fund, on dit que le défi dans ce pays, c'est de faire plus avec le même niveau de financier, pas avec en faire plus, en faire moins. Et on assiste à des réunions comme celle-ci, on parle du rôle des données probantes, c'est très important, mais je pense que la barre doit être élevée davantage. Les lacunes qui existent ici sont les lacunes entre ce que nous savons déjà, les données probantes, et les services que nous payons. Et c'est là la question importante. Alors voilà ce qu'est mon point de vue sur la pérennité. Je voulais dire une chose. Parfois, les personnes comme moi-même qui ont des rôles de ministre, souvent on passe directement à cette idée de soins de santé privés, payés et offerts par le secteur privé pour répondre aux problèmes de pérennité. Mais je ne pense pas que cela sera efficace pour plusieurs raisons. On doit se rappeler que les Canadiens ne nous ont pas donné le mandat social d'agir de cette façon et on ne nous donnera pas ce mandat parce que on pense que les soins de santé est une valeur associée à notre citoyenneté même. Mais à partir de mon expérience, je peux vous dire que les Canadiens savent qu'on n'obtient pas la valeur qu'on devrait à partir des fonds publics dépensés. Alors, un mot d'avertissement, on ne devrait pas passer à ce pas-là pour répondre aux problèmes de la pérennité. Et très rapidement, j'aimerais parler de deux autres points avant de vous expliquer ce que sera notre approche en Alberta. Pour ce qui est des soins primaires, j'en ai déjà parlé, je pense fermement que ce sera la solution à nombreux problèmes que nous avons ici. En Alberta, nous avons une initiative en vertu de laquelle, d'ici 3 ans, tous les Albertains seront associés à une équipe de soins primaires en communauté. On passe d'une approche axée sur les programmes
On est en train de mettre sur pied des cliniques de médecins de famille. Nous avons certains réseaux en place déjà. On en discute des différents modèles, mais on se tend vers cette approche axée sur les normes. Un des rôles du gouvernement, c'est le rôle de l'assurance. On travaille avec les fournisseurs de soins et les patients pour définir les services qui seront offerts. Ça passe des services de base qui devraient être disponibles en soins primaires à partir de la composition des équipes qui devra offrir ces services. On a déjà travaillé avec les pharmaciens. On paye les pharmaciens pour les renouvellements d'ordonnances, des choses pour lesquelles ils ont reçu leur formation, pour lesquelles ils sont autorisés de faire, mais pour lesquelles on ne les rémunérait pas. Alors, on va considérer cette possibilité. On va avoir des liens dévoués avec des spécialistes afin que les spécialistes pourront libérer des blocs de temps afin de leur permettre de voir les patients. Et à plus long terme, on envisage en réorganisant les communautés en équipes comme ça, on va revoir les déterminants sociaux de la santé. Par exemple, le ministère des Services sociaux et moi-même travaillons ensemble pour déployer une stratégie pour la petite enfance en passant par ces cliniques et ces réseaux de soins primaires. Et parallèlement, il y aura un service central pour la santé mentale dans le cadre de ces soins primaires et d'autres domaines qui auront une influence sur notre santé à long terme. Et la dernière chose que j'aimerais soulever, c'est la collaboration nationale. J'ai eu la chance de faire partie du groupe de travail sur la collaboration piloté par les premiers ministres Gayes et Wall. Et vous êtes d'accord pour dire qu'il y a ce sens d'espoir en espérant que ce groupe de ministres servira à réellement augmenter le niveau de collaboration à travers le pays et qu'on verra réellement certaines de ces données probantes et qu'elles vont demeurer, que ça donnera quelque chose plus que dans un endroit ou deux à travers le pays. Et je pense qu'on a raison d'avoir espoir. Ce groupe s'est penché sur les lignes directrices cliniques, à regarder les stratégies pour l'établissement des prix des médicaments génériques et de marque et d'autres. Et ce sont des initiatives très intéressantes et nous allons continuer à participer activement à ce groupe. Mais je dois vous dire également que plusieurs de ces initiatives ou ces informations, nous le savons déjà, vous le savez déjà, les leaders cliniques le savent déjà, les patients le savent déjà, savent qu'il y a de meilleures façons d'organiser les soins qu'actuellement. Alors, lorsqu'on parle de collaboration nationale, il faut poser deux questions. Premièrement, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, le gouvernement fédéral doit préciser ses objectifs, son rôle en santé. Et plusieurs de mes collègues ministres posent la même question. Pour revenir à ce que j'ai dit plus tôt, je ne pense pas. Il y a cette fausseté, cette idée fausse comme quoi nous avons un réseau de santé dans ce pays. Ce n'est pas vrai. Et même dans certaines provinces, parfois on appelle ça des réseaux coordonnés et ce n'est pas vrai non plus. Il y a des services qui ne font pas partie des services essentiels, bien que les Canadiens ne sont plus stigmatisés en parlant de santé mentale aujourd'hui, mais ça ne fait pas partie des services essentiels, les services en santé mentale. Alors, il faut vraiment que les gouvernements déterminent, et le gouvernement fédéral en particulier, détermine et précise son rôle en santé. Et nous devons faire attention également lorsqu'on parle d'initiatives telles celles du Conseil de la Fédération ou le groupe de travail sur la collaboration. Il faut qu'on choisisse bien les dossiers sur lesquels nous nous penchons. Et mon point de vue, partagé par d'autres ministres, est que vraiment, on est à côté. On passe à côté carrément. Si on veut construire un réseau réel, il faut se pencher sur les dossiers qui font du sens. Et par cela, je veux dire que si on réunit nos risques sur la santé
santé populationnelle. Et si on réunit nos ressources, on pourrait assurer la durabilité de certains programmes importants, tels l'accès à l'assurance médicaments. M. Simpson en a déjà parlé, ainsi que d'autres. Moi, en tant que ministre d'une population de 4 millions de personnes, je ne peux pas mettre sur pied un système de médicaments onéreux pour ma province tout seul. Et ma province qui prétend avoir un système d'assurance universel, pourquoi est-ce que moi je devrais assumer cette initiative? Deuxième domaine qui est moins discuté, mais je pense que ça suscite beaucoup d'intérêt, y compris avec le ministre du Québec, on en a parlé, c'est la question des soins continus. Le coût des soins continus, et je parle ici de tout ce qui va de la vie indépendante jusqu'à des soins palliatifs et des soins de fin de vie, c'est manifestement un facteur de coût important dans le pays. Il y a des juridictions qui sont largement en avance sur nous au sujet de financement de ce genre de soins. Des gens, à partir de leur jeunesse, commencent à économiser de l'argent pour financer à l'avance des soins dont ils auront besoin plus tard. Et pourtant, nous n'avons pas de tribune nationale pour discuter de la mise sur pied d'une assurance de soins de longue durée pour les Canadiens. Voilà deux domaines dans lesquels je pense qu'une collaboration nationale pourrait déboucher sur des résultats sérieux et positifs et qui pourraient nous permettre de nous écarter justement de ce qui nous fait notre réputation regrettable, c'est-à-dire un pays où il y a des projets et de l'innovation, mais qui ne sont jamais mis en pratique. Voilà, je vais en rester là, mais je veux conclure en vous remerciant à nouveau de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à vous. Je pense que l'appel à l'action concerne les trois domaines, c'est-à-dire la question de la pérennité dans le pays et la prise en compte de la valeur des services plutôt que du coût, et examiner sérieusement les soins de première ligne, voir comment ils sont dispensés et organisés. Et troisièmement, regarder très sérieusement ce que nous faisons en matière de mise en place d'un réseau national de soins de santé dans le but d'obtenir des résultats sérieux, positifs et concrets. Merci. Merci à nouveau. Je pense que nous avons quelques minutes pour une période de questions, si vous le voulez. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. C'était un exposé, une évaluation tout à fait attentive et pragmatique. Monsieur Horn a passé du temps aussi hier soir avec certains de nos boursiers du programme Force pour voir ce qui se passe dans d'autres régions du pays. Nous avons un peu de temps pour une ou deux questions, après quoi nous ferons une pause. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Oui, là-bas, Doris. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je fais partie de l'Association des infirmières et infirmières de l'Ontario. C'est un grand plaisir d'être ici. Je suis tout à fait d'accord avec votre diagnostic sur la situation du système. Je crois comprendre que la question de financement public de régime d'assurance pour des soins de longue durée, ça fait partie du programme de discussion des ministres lors d'une prochaine réunion. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'incitation pour aller de l'avant, pour transformer le système en profondeur. Et les incitatifs, c'est le financement, essentiellement. Donc, quand va arriver le jour où on va être comme l'Europe, où les médecins seront payés excellemment, comme ils le sont maintenant, mais selon un modèle différent du système actuel. Ce qui nous permettra vraiment d'avoir les bons soins au bon moment et au bon endroit. Eh bien, merci de la question. J'apprécie cette question. Je n'avais pas l'intention de dire que l'Europe était la panacée. J'ai été là très peu de temps, mais certainement, je pense que se reconcentrer sur les soins de première ligne et les incitatifs financiers sont un élément crucial pour ça. Et je pense qu'il y a d'autres professions qui sont largement en avance pour nous. Si je songe à beaucoup
de médecins de l'Alberta, ils veulent abandonner le système de la rémunération à l'acte. La plupart veulent passer plus vers un système de paiement par habitant ou avec des incitatifs différents qui sont fondés sur l'impact sur la santé de la population dans son ensemble. Mais je pense qu'il y a aussi des débats qu'il faut cesser. Un auquel je refuse de participer dans ma province, c'est qui va diriger l'équipe. J'espère que j'aurai la chance de discuter avec d'autres participants, mais ce n'est pas une question à laquelle vous voulez que des politiciens règlent. Et je pense qu'un système qui fonctionne vraiment bien, dans un système qui fonctionne bien, le leadership apparaît à l'initiative des patients. Donc, si je suis diabétique et que je vais être traité par une équipe interdisciplinaire, et l'infirmière ou le pharmacien ou peut-être un autre membre de l'équipe peut-être sera la personne que j'estime être la plus pertinente pour intervenir en premier dans ma situation. Donc, certains de ces débats stupides et stériles doivent cesser, je pense. La rémunération des médecins, c'est un problème. La rémunération des autres professionnels de la santé, c'est aussi un problème. Mais la vraie question, et certains des participants au programme Force l'ont dit, nous l'ont dit hier, on aime beaucoup parler de soins interdisciplinaires au Canada. Mais je pense que du point de vue du patient, la valeur des soins dispensés en équipe doit être plus que la contribution individuelle de chaque participant ou de chaque discipline représentée dans l'équipe. À moins qu'il y ait là un gain de valeur pour le patient, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Il faut que quelqu'un précise ça.